La vidéo que vous vous apprêtez à voir est une vidéo inachevée, tout simplement parce qu'elle parle de sujets comme la sexualité et que c'est un sujet qui me demande énormément de courage pour être abordé. J'ai cru pouvoir faire cette vidéo un petit peu aussi pour me dépasser, seulement j'y ai pas réussi et aujourd'hui c'est une vidéo sur laquelle je n'aurai pas vraiment la force de terminer et ça m'attriste peut-être certainement bien plus que vous. Mais je n'ai pas envie de laisser cette vidéo sombrer et être inachevée à jamais, donc je préfère la poster bien qu'en étant incomplète. J'espère quand même qu'elle vous plaira, même si c'est pas le genre de critique qu'on regarde comme les autres que j'ai pu faire, étant donné qu'elle est incomplète. Mais bon visionnage. Cette vidéo traite d'un manga qui parle de sujets pouvant être sensibles, comme la sexualité. Je ferai de mon mieux pour rendre cette vidéo quand même toute publique, mais voilà, les gens concernés seront avertis. Bon visionnage! Salut à toutes et à tous, c'est Dejiros. Je vais vous parler d'une très bonne surprise que j'ai découvert il y a quelques mois. Kaijin Radio est un manga scénarisé et dessiné par l'excellent artiste Tetsuya Tashiro, que vous avez sûrement connu comme étant le dessinateur du manga Akame ga Kill, qui a eu un franc succès vers 2015. J'étais un très grand fan de l'anime et du manga à cette époque, alors j'étais très curieux de découvrir Kaijin Radio, qui est à ma connaissance la première œuvre dont il écrit le scénario. Pour faire cette critique, j'ai lu les 6 tomes actuellement disponibles en France. Je vais évidemment faire attention à en lire le moins possible pour vous laisser le plaisir de la découverte. Mais alors, de quoi ça parle Kaijin Radio? Connaissez-vous le phénomène de transformation en monstre? Lorsque l'anxiété et la pression ressentie par un humain devient trop forte, celui-ci se métamorphose alors en une créature représentative de ce qui l'animait. Pour combattre ces monstres, une tranche de la population est formée pour les neutraliser, les nymphes exterminatrices. Elles utilisent des reliques, des accessoires ayant appartenu auparavant à ce même genre de monstres ou de tueurs en série qu'elles combattent. Les nymphes sont galvanisées par l'énergie de leur pulsion meurtrière enfouie en elles, le Thanatos. Mais en utilisant ces reliques, elles ne font qu'un avec le précédent détenteur, exerçant une pression mentale sur l'utilisatrice, qui peut finir par perdre le contrôle. Le désir opposé à la mort peut apaiser ces pulsions de violence. L'éros, une forme d'énergie complémentaire au Thanatos, utilisée par d'autres combattants, les bêtes de sexe. Je suis désolé, c'est pas possible de dire ça sans rigoler, mais continuons. Notre protagoniste Asuma est un obsédé et correspond à cet archétype de combattant. Il se fait enrôler par cette école formant les nymphes, l'Académie Meido. Il devra s'endurcir et traverser de nombreuses épreuves car la menace ne vient pas que des monstres. Enfin, plus ou moins. Une secte prônant l'évolution de l'humanité par la transformation en monstre à cause du ras-le-bol des malheurs du monde émerge. Une fois devenus monstres, plus rien ne nous arrête. Nous lâchons prise et nous sommes pour la première fois au-dessus de cette pression systémique. Ce groupe accumule de plus en plus d'adeptes. Il se répand sous le nom du parti de l'ultra-réincarnation. Asuma, entouré de ses amis et d'une amie pour laquelle il développe des sentiments amoureux, va donner du meilleur de sa personne pour arrêter ce groupe qui prend de plus en plus d'ampleur. Bon, vous avez compris, on se dirige vers un manga d'action dramatique avec des thèmes sexuels. J'ai déjà abordé sur ma chaîne des œuvres tentant de mêler érotisme avec action, pour que je dise à chaque fois que les éléments sexuels de l'anime ne font que le desservir en faisant s'effondrer la tension dramatique ou en donnant des personnages insupportables constamment lubriques. Et en commençant ce manga, j'ai eu très vite peur de me retrouver avec ce genre d'histoire qui m'irrite facilement. Eh ben, Kaijin Radio, lui, c'est peut-être le premier manga que je lis qui arrive à mêler érotisme, drame et action, tout en restant pertinent. Je ne l'ai pas précisé, mais les reliques utilisées par les nymphes appartiennent à des icônes de la pop culture. Pour les 3 protagonistes, on repère une référence à Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, Freddy des Griffes de la Nuit et Jason de Vendredi 13. J'ai vu aucun de ces films, mais c'est cool. Les autres références forment un tout assez créatif et donnent un univers plutôt divertissant quand on prend en compte le fait que toutes ces icônes fictives dans notre monde ont existé dans ce manga. Les monstres sont assez imaginatifs et cauchemardesques, je vous laisserai découvrir. J'apprécie suivre l'évolution de cet univers. La politique de monde fictif, c'est pas mon fort d'habitude parce que j'ai du mal à suivre. Mais là, c'est plutôt simple à comprendre, peut-être parce qu'il n'y a que 2 factions différentes. Le déroulé de l'action d'un point de vue plus large est aussi divertissant. On a de l'espionnage, des attentats, des attaques organisées. C'est franchement le genre d'événement plutôt excitant à voir dans une histoire. L'Académie Meido et le parti de l'ultra-réincarnation luttent de plus en plus intensément pour faire tomber l'autre, avec des batailles impressionnantes qui ont des conséquences dramatiques sur l'environnement et les personnages. C'est dans cet univers qu'évolue Asuma, notre protagoniste.
On se retrouve avec un héros d'abord obsédé et un peu lâche, motivé d'entrer dans cette école juste car il y sera entouré de filles, mais par la suite on note une évolution plutôt appréciable. S'il est tout d'abord très insouciant et dans sa bulle de confort, ne prenant pas au sérieux des situations graves et privilégiant sa survie et la fuite au détriment des autres, au fur et à mesure qu'il prend conscience du problème des monstres, il va se prendre en main et se dépasser en puissance afin de protéger un maximum de personnes durant ces affrontements. Il accepte plutôt vite son rôle et ses responsabilités, jusqu'à ce que ça devienne une obsession qui rogne sur son but initial, les filles de son lycée et surtout Inami. Enfin, ça reste un adolescent très lubrique, mais il prend très à cœur la souffrance de ses pairs et donne tout en tandem avec les nymphes pour atteindre une vie plaisante et la partager à son entourage. J'ai l'impression qu'il cherche à éradiquer le mal pour revenir à une vie d'insouciance, à la différence que cette fois, il ne niera plus le danger, puisqu'il l'aura abattu. J'ai même été surpris de le voir à ce point respecter le consentement des autres. Pour prendre un exemple du premier tome, il se retrouve à combattre aux côtés de Funabashi, une de ses camarades qui a une peur phobique d'à peu près tout, en incluant les garçons. Elle s'emballe et perd le contrôle à cause de ses reliques. Asuma doit alors réveiller les envies sexuelles de Funabashi, puisque c'est son rôle pour apaiser son Thanatos. Mais quelques temps plus tôt, les deux ont eu un échange sur si Asuma doit intervenir dans ce genre de cas, malgré la gêne de Funabashi. C'est alors qu'Asuma décide de lui souffler dans l'oreille, plutôt que lui caresser le corps par exemple. Alors, je sais pas si ça se ressent, mais je suis quelqu'un de très mal à l'aise quand il faut parler de sexualité. Donc je suis pas vraiment au top de mon aisance là, mais le sujet il est intéressant. Donc j'essaie de prendre sur moi et de ravaler ma gêne pour faire cette critique. C'est un exemple simple, mais ça fonctionne, et j'arrive à croire une affection sincère pour les autres de sa part. La fois où il a enfilé un pull qu'il trouvait moche à première vue juste parce que c'est une amie qui lui a offert, c'est bête mais ça m'a touché. Il y a clairement une emphase sur la communication. Dans plusieurs scènes, les personnages disent honnêtement ce qu'ils pensent de l'autre, leur rappellent leurs qualités ou bien des moments où ils ont été bénéfiques à leur entourage lorsqu'ils doutent sur leur confiance en eux. Il ne sera par ailleurs pas la seule bête de sexe, et je trouve les deux autres personnages très intéressants, même plus qu'Asuma. Faut dire que c'est pas mon personnage préféré aussi. Sumeragi est un personnage bi que j'adore, et il semble représenter l'idée d'une personne très à l'aise socialement qui veut distribuer de l'affection à qui en veut. Et Sugimura, lui, est une personne avec un blocage relationnel, qui démontre les difficultés pour se sociabiliser. Pour faire simple, il montre une autre façon d'exploiter cet éros et ce désir, beaucoup moins sexuel et certainement plus belle et noble. Ce concept d'éros et de thanatos est vraiment bien utilisé à travers les différents personnages de l'œuvre. Dans ce manga, les humains sujets à de l'anxiété ont un risque de se transformer en monstres. Et pour les combattre, l'éros, les pulsions sexuelles, et le thanatos, les pulsions de violence, donnent de l'énergie à chaque humain pour leur combat. Et clairement, le manga nous montre que le thanatos n'est pas une solution viable, avec le gros risque qu'une nymphe perde le contrôle de son état mental. Un peu comme les humains sujets à la pression qui se transforment en monstres d'ailleurs. Cette logique de combattre le feu par le feu a des inconvénients, alors que l'éros, lui, n'a pas de défaut et permet même d'apaiser le thanatos. Un propos pourrait se dessiner que la sexualité permet de mieux vivre avec les angoisses et l'anxiété. Et très clairement, au-delà du désir charnel, j'y vois plus largement un portrait positif des relations humaines et de l'attachement qui nous rend plus forts face aux problèmes de la vie. Et toute cette opposition thématique est appuyée par le fait que les protagonistes sont soudés, communiquent clairement leurs sentiments, ne veulent pas faire de mal aux autres et souhaitent leur bonheur. Asuma, même s'il est montré comme quelqu'un avec énormément de désirs sexuels, il refuse quoi que ce soit si l'autre personne n'en a pas envie. Alors qu'à l'inverse, les antagonistes cherchent à assouvir leurs envies sans se soucier d'empiéter sur l'intégrité des autres. Le parti de l'ultra-réincarnation a pour revendication de céder à ses pulsions peu importe leur nature, afin de vivre sans aucune limite et de surmonter la cause de son malheur. C'est plutôt malin quand certains monstres naissent de mal-être lié à de l'injustice, ou que certains soient tellement au bord du gouffre que la seule porte de sortie est la transformation en monstre. Ça nuance beaucoup le propos. On aborde aussi la question du stress post-traumatique d'ailleurs, et certaines scènes dégagent un gros sentiment de peur ou d'inconfort. Sans barrière, ces monstres se révèlent assez sadiques et malsains. Le manga est assez gore et on m'aura bien fait ressentir la souffrance des protagonistes. Cette tension et cette angoisse qui revient régulièrement rend d'autant plus satisfaisant le positif qui se dégage des moments d'accalmie et des relations touchantes qui peuvent s'entretenir. Et c'est là que je trouve ce manga bien plus pertinent dans son traitement de sujets sexuels dans une histoire d'action dramatique que d'autres mangas du genre. Kaijin Reijo, lui, parle vraiment de sexualité, de désir, de consentement, de communication, et ça rend le mélange digeste et pertinent. Le dessin est abouti dès le début, on sent son expérience acquise sur Akame ga Kill. J'ai toujours trouvé impressionnant à quel point le style de ce dessinateur s'est affirmé au fil de la parution de ce manga.
Et je me réjouis de lire Kaijin Rejo qui a dès le départ ce dessin qu'on retrouvait à la fin de son œuvre précédente. Le rendu est très propre et lisse tout en restant détaillé, probablement car le manga doit être fait au numérique. Il a un sens de l'anatomie très juste et il sait m'en mettre plein la vue avec ses scènes d'action, mises en scène de manière assez spectaculaire quand il le faut. Tetsuya Tashiro est à l'aise dans toutes les ambiances. Quand il faut être horrifique, drôle ou bien dramatique, je ressens sa maîtrise. Il dessine le gore avec une certaine esthétique. D'ailleurs, j'avertis que le manga peut aborder de sujets durs comme le viol et les relations toxiques. Certains pourraient voir ces éléments être inclus juste pour rendre les enjeux faussement matures et edgy comme on dit. Mais ça colle avec le propos sur les maux des humains, donc j'accepte. Cependant, tout n'est pas parfait. Pour passer en revue ce qui me dérange dans le manga, le message sur le consentement et les relations saines est bien, mais certaines scènes rendent le propos contradictoire, surtout vers le début pour être honnête. Comme quand Asuma déclare que le plaisir sexuel ne doit pas faire du mal aux gens, ce qui est bien, hein, sauf quand le matin même il s'est mis à dérober les sous-vêtements de ses camarades. C'est une action et un discours incompatibles, disons-le. Après, est-ce que le propos fait que le héros se devait d'être répréhensible au début pour qu'il s'améliore et évolue par la suite pour embrasser le message du manga? Ou bien on considère ces erreurs comme impardonnables et invalidant le message? Je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Il y a aussi le fait que seules les jeunes filles peuvent manier des reliques. Autant pour l'âge, je peux tenter de dire que l'adolescence, les hormones, le fait que leurs émotions soient plus intenses, et donc leur Thanatos et leur Eros, ok. Même s'il y a des adultes qui se battent avec des reliques, et j'ai pas compris pourquoi. Mais le fait que ça ne doit être que des femmes, je ne comprends pas. Je veux dire, oui, je ne suis pas aveugle, je sais très bien qu'une partie du manga est faite pour montrer des femmes sexy, comme dans presque toute l'industrie. Mais le fait de placer le héros dans une école entièrement féminine juste pour que les personnages secondaires ne soient que des femmes, je trouve ça idiot, et pas que dans ce manga, hein. Juste pour le fait que rien n'empêche un personnage d'être entouré de filles dans une école mixte. Surtout qu'il y a des personnages secondaires masculins, et il faut aussi en parler, le fait que les bêtes de sexe soient uniquement des hommes. Je m'en plains pas, hein, ça rajoute des rares hommes à ce manga, que j'aime beaucoup en plus. Mais je sais pas, les femmes aussi peuvent ressentir du désir sexuel, et dans l'univers de ce manga, devenir des bêtes de sexe. J'ai beaucoup de mal à rester sérieux en disant ce mot. C'est tellement une idée audacieuse de traduction. Bah d'ailleurs, parlons-en de la traduction. L'adaptation réalisée par Frédéric Mallet est franchement super. Il y a beaucoup d'expressions très vivantes et rigolotes. Le manga sait être très drôle quand il le faut d'ailleurs, avec toujours le bon dosage qui ne fait jamais s'écrouler la tension dramatique. J'en parlais tout à l'heure, mais le terme Kaijin Heroes qui a été traduit en bête de sexe, c'est une super idée. En japonais, ça fait une dualité avec Kaijin Reijo, qui est le nom original des nymphes exterminatrices. Ça représente bien les deux énergies pulsionnelles de cet univers. On perd cette opposition en français pour obtenir une francisation agréable et immersive. Et puis j'adore quand des noms propres à un univers sont traduits dans des œuvres. Ça va être le moment d'expliquer mon rapport personnel à cette histoire. Place à la conclusion. Kaijin Reijo est une œuvre qui parle de pulsions, de relations et d'anxiété. Faut savoir que les relations entre les humains me fascinent, mais pas comme quelqu'un qui est extraverti. Disons que j'en tire beaucoup de bonheur et que je suis très sensible à l'affection donnée ou reçue, mais que j'ai beaucoup de mal à en comprendre les rouages. J'ai fréquemment des instants où je rumine et je me pose des questions sur comment les relations fonctionnent. Et on l'aura vu, Kaijin Reijo parle du bien-être ressenti vis-à-vis des liens entre les humains et du soutien que ça peut être pour vivre dans une société qui va mal. J'ai du mal à me connecter aux autres comme je le voudrais, et voir une œuvre qui met ce lien en avant à côté de scènes où les personnages prennent confiance en eux et s'affirment, ça me fait rêver et me donne envie de m'améliorer. Les personnages de cette œuvre m'ont dégagé des sentiments très attendrissants lorsque je me reconnaissais dans leur difficulté à communiquer, leur bonheur issu de petites attentions de personnes qui représentent le monde pour eux, ou encore le désir de devenir une meilleure personne et de faire des efforts pour prouver sa valeur à soi-même et aux autres. Les personnages se soutiennent mutuellement et se tirent vers le haut guidés par un objectif commun, rendre la vie plus supportable pour tous. Des œuvres qui abordent le sujet du lien entre les humains comme Avatar ou Evangelion me touchent beaucoup. Ça doit être le thème qui me rend le plus sensible en tant que lecteur-spectateur. Je ne m'attendais pas à avoir une telle connexion avec les thématiques de cette histoire. Tout ne me correspond pas dans cette œuvre, mais je sais que la représentation des liaisons entre les individus m'aura touché et que je suis content d'être tombé sur Kaijin Reijo. Merci Tetsuya Tashiro et toutes les personnes qui ont donné vie à ce projet. Merci à vous d'avoir regardé. Les plus attentifs auront remarqué que j'ai sauté un chiffre dans la numérotation et c'est car j'étais censé faire une vidéo sur Jormungand.
qui ne sortira jamais. J'avais écrit le script et enregistré ma voix, mais c'était arrivé pendant la période où j'avais perdu mon logiciel de montage. Ça remonte à des années et j'ai plus la force de travailler dessus honnêtement, mais j'ai pas envie de laisser cette vidéo aux oubliettes, donc cette critique reste la 12e. Passez une bonne journée, soirée, matinée, buvez de l'eau et devenez les meilleures personnes.